Quand j'ai lancé le premier épisode de la deuxième saison d'Arcane, je ne m'imaginais pas faire une vidéo entière sur son générique. J'ignorais alors le nombre de détails, de symboles, de clés de compréhension de la série qu'il cachait. J'ignorais qu'en le regardant en 0,25, je découvrirais de minuscules différences entre chaque épisode, qui viennent annoncer les rebondissements à venir. J'ignorais aussi qu'en comparant les génériques des deux saisons, je trouverais des liens thématiques entre eux. Et ils sont nombreux. Soyez les bienvenus dans l'analyse image par image du générique de la saison 2 d'Arcane. Tous les épisodes s'ouvrent sur un disque où sont gravés les visages de Vi et Jinx, alors que les premières notes résonnent. Sauf un. L'épisode 7. Le fameux épisode 7. Dans cet épisode, c'est le visage d'Echo qui fait face à celui de Jinx, annonçant un épisode différent des autres, où Echo s'apprête à jouer un rôle central. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans une vidéo dédiée. Puis Vi ouvre le bal avec un geste marquant. Elle efface son nom, tatoué sur sa peau, nous annonçant qu'elle s'apprête à vivre une crise identitaire. La fille de Zone, aux convictions inébranlables dans la première saison, va en effet collaborer avec les pacifieurs, porter l'uniforme de ceux qui ont tué ses parents. Elle reniera aussi qui elle est plus tard dans la saison, en devenant combattante dans les arènes. Elle prend une coloration de cheveux noirs et délaisse les causes qui lui tiennent à cœur. Puis Jinx apparaît derrière elle et prend peu à peu la lumière. On la voit dépasser Vi, qui plonge littéralement au bas de l'image. Sa sœur s'apprête à la supplanter aux yeux de Zone, à devenir le symbole que la basse ville espère. Dans l'épisode 3, une courte image des deux sœurs en train de se battre est insérée. Promesse de leur combat déchirant. Dans l'épisode 9, la coupe de cheveux de Jinx change légèrement, montrant l'évolution de son personnage. Une fois seule à l'écran, Jinx tire un coup de pistolet. On peut remarquer que seul son œil droit est éclairé. Un détail troublant sans explication apparente. Pour le comprendre, il faut regarder ce générique simultanément à celui de la saison 1. Promis, je vous donne l'explication en fin de vidéo. Après le coup de pistolet, des micro-images différentes apparaissent à chaque épisode. Dans le 2, on découvre une affiche avec la tête de Jinx mise à prix, suite aux attentats qui ont secoué Piltover. Dans le 4, on découvre une gravure de Silco. Dans cet épisode, Jinx achèvera de devenir la figure centrale de Zone, à réunir toute la basse ville autour d'elle, marchant bien malgré elle dans les traces de son père d'adoption. Dans le 5, on découvre une image de Jinx avec la torche bleue, en tant que figure adulée par Zone. Dans le 6, le détail le plus déchirant sans doute, on voit Isha tirer pour annoncer son sacrifice. Dans le 7, on découvre la pivoine bleue, du médaillon de Powder. Fleur symbole d'amour, éternel ou impossible, comme sa romance avec Echo dans l'univers parallèle. En regardant de plus près, remarque que la pivoine est formée par son visage et celui de Powder. Et dans le 8, c'est une image de Jinx en deuil, perdue après la mort d'Isha. Alors que Jinx s'étiole, on l'aperçoit un instant sur la même image qu'Echo, sur une même ligne, montrant que leurs destins sont amenés à se croiser à nouveau. Le chef des feux volants est représenté de manière étrange, avec une ombre double qui recule comme une aiguille d'horloge, et de précisément 4 secondes. Une annonce subtile de son futur pouvoir temporel. C'est ensuite au tour de Victor de paraître à l'image, face au masque qu'il a lui-même ramassé. Il est happé par sa lumière, esclave de son rôle. Son visage est dénué d'émotion, sa véritable identité reniée. La ligne du destin traverse le masque, montrant qu'il ne peut y échapper. La transition suivante dessine tout l'arc de Warwick et son lien avec Ambessa, avec l'avancée des épisodes. Dans le 1, on voit le masque de guerre de la Medarda, montrant autant ses velléités belliqueuses que son rôle dans l'attentat. Dans le 4, une lueur rouge dessine les yeux bestiaux de Warwick. Dans le 5, on retrouve les yeux de Vander, qui retrouve une part d'humanité en renouant avec ses filles. Dans le 6, ses yeux se sont fermés, dans la pierre. Vander est définitivement mort pour laisser place à Warwick. Dans le 9, on voit les yeux bestiaux de Warwick se superposer au masque d'Ambessa, montrant que leurs destins sont à présent liés. Ou comment raconter une histoire en 5 fois une demi-seconde. On retrouve ensuite la mère de Mel, allongée sur un divan avec une rose noire à la main. Sa position est celle d'une reine guerrière, inspirée des empereurs romains. Le fil du destin est sous son pied, comme si elle marchait dessus, le dominait. Puis nous retrouvons Caitlyn, à côté d'un rideau. Elle est prête à monter sur scène pour jouer un rôle majeur. Elle sort de l'ombre et du noir du deuil pour aller dans la lumière. Comme Mel, elle est appelée à prendre la place de sa mère. Au contraire de Kate, Jace s'est ébloui par la lumière. Lui, l'enfant chéri de Piltover, qui a passé la première saison sous les projecteurs, se rend compte que sa lumière scientifique peut devenir le feu de la guerre. On aperçoit furtivement l'image d'une rue sauvage dans l'épisode 3, une image de Jace en version apocalyptique avec son bâton dans l'épisode 7. La caméra s'attarde ensuite sur la lente chute d'un pétale de rose, alors que les lignes du destin se dirigent vers la rose noire.
Ambessa regarde son destin en face, avec un regard déshumanisé, plein de haine. Elle est aveuglée par sa volonté de destruction de la Rose Noire. Sa fille est, quant à elle, coupée en deux par les filles du destin. Elle a un choix important à faire. Des mains semblent vouloir la tirer dans toutes les directions, la manipuler. Elle est vulnérable, sans tatouage ni bijoux, métaphoriquement nue. Elle étouffe de plus en plus, incapable de se défaire de l'emprise des mains. Un premier, serré sur son visage, alors qu'elle esquisse un rictus malfaisant, dans l'ombre. C'est peut-être l'image qu'elle a d'elle-même après tous ses crimes et toutes ses erreurs. Elle a une fois encore un seul œil éclairé. Dans un second temps, on découvre le contraste avec ce que les gens voient d'elle. Un symbole face à l'oppression de Piltover, qui agite un drapeau bleu dans une posture qui rappelle la liberté guidant le peuple. Le symbole qu'elle finira par incarner, pour Isha, pour tout un peuple. De nombreuses ombres la suivent, comme l'armée du peuple. En regardant son visage de plus près, on lui découvre des traits adoucis, presque enfantins, qui rappellent ceux de Powder. Les transitions suivantes ajoutent des précisions sur le destin de Jinx. Dans l'épisode 2, on voit Isha, celle qui l'entraînera vers son rôle d'icône. Dans le 4, un tag bleu qui fait référence au titre de l'épisode, peindre la ville en bleu. Ce tag dessine le visage de son jouet singe, montrant peut-être que le passé de Powder va ressurgir dans cet épisode, avec le retour de Vander. Dans l'épisode 5, c'est un chien à double tête aux significations multiples tant la dualité est présente dans Arcane. La dualité intérieure entre Warwick, homme et bête, la dualité entre Jinx et Vi, avec une position qui ressemble à celle de leur statue dans le générique de la première saison. Vi apparaît alors à nouveau, seul. Son visage est éclairé par un V de lumière, comme si le destin l'a forcé à reprendre son identité, à revenir dans la lumière qui se centre ensuite sur ses yeux. Dans l'épisode 2, une transition la montre entourée d'ombres violettes, celle des pacifieurs qu'elle a rejoints. Dans l'épisode 7, le V est remplacé par une croix qui lui barre le visage, annonçant que dans la réalité alternative visitée par Echo, elle sera morte. Nous suivons ensuite à nouveau les lumières du destin. Elles convergent vers un plan où deux mains s'effleurent sans se toucher tout à fait. Celle de Kate et Vi. Puis on retrouve leurs visages face à face, séparés par la lumière, comme si elles se regardaient à travers une glace. Sur le plan suivant, leurs ombres se rapprochent puis se repoussent au moment où la musique déclame « You're my enemy ». Dans l'épisode 1, une croix violette apparaît alors un instant et on devine d'un signe pacifieur que Vi s'apprête à enfiler. Dans le 3, on voit Caitlyn portant un manteau ample avec une croix bleue dans le dos. Elle tourne le dos au spectateur comme à ses idéaux, littéralement une croix sur ses valeurs. Une fois seule à l'écran, Caitlyn se tient le visage entre les mains. Derrière elle, une ombre imposante montre le poids de l'héritage qui l'attend. Celui de sa mère, de la famille Kiraman, puis la trop lourde charge de l'avenir de Piltover après sa prise de pouvoir. Elle est en forme de couronne, référence au titre du premier épisode, F is the Crown. Mais aussi à Macbeth, personnage manipulé comme Caitlyn par Ambessa. On voit une lumière rouge sur ses doigts, car elle va accepter de se salir les mains. Puis elle retire ses mains et son visage s'éclaire. Caitlyn réalise enfin ce qu'elle est devenue. Dans l'épisode 9, son œil est barré par la lumière. Le prix qu'elle paiera pour vaincre Ambessa. Echo apparaît ensuite. Il court. Son pied foule la lumière. Il saute au-dessus des lignes du destin puis revient en arrière. Ses mouvements sont imprévisibles comme l'est son libre arbitre. Echo s'annonce déjà comme l'électron libre de la saison 2. Le mouvement qu'il fait en sautant au-dessus de la ligne est le même que lorsqu'il attaque Jinx dans l'épisode 7 de la première saison, et ce retour en arrière peut aussi être vu comme un symbole de sa relation à Jinx ou Powder. En fait, il retrouve son attachement pour elle et de l'espoir en ce qu'elle a de bon. Juste après ce tour, on ne voit plus les lignes du destin. L'action d'Echo a permis de vaincre l'Arcane et le plan de Victor et de rendre aux personnages leur liberté. Avant l'épisode 7 de la seconde saison, Heimerdinger apparaît furtivement, montrant son rôle dans l'évolution d'Echo. L'image est brouillée, fantomatique, comme une prémisse d'hommage à celui qui donnera sa vie pour son élève. Puis Mel crie, chasse les ombres qui l'entouraient. Elle a fait un choix qui la libère des fils du destin. Dans l'épisode 8, on l'aperçoit magicienne avec ses pouvoirs. La fille d'Ambessa se retrouve ensuite allongée à la place de sa mère. Elle prend sa place à la tête d'une famille qu'elle avait pourtant reniée dans la première saison, en enlevant sa bague dans le dernier épisode. Elle porte une robe blanche et fixe la Rose à côté d'elle, qui a joué un rôle dans la mort d'Ambessa et qui devient la plus grande préoccupation de la nouvelle souveraine de Noxus. Son amoureux lui succède. La main de Jace touche la lumière, la perce. Il est illuminé par l'arcane au deux sens du terme, ce qui révèle que l'arcane est la source des fils de lumière du destin depuis le début du générique. L'arcane est ce qui relie et illumine tous les personnages de la série. Nous découvrons ensuite l'antagoniste inattendu de cette seconde saison, Victor. À mesure des épisodes, on découvre son évolution. Dans l'épisode 1, il commence sa fusion avec l'Excor. Dans le 6, il a le visage lumineux, comme lors de ses visions avec Sky. Dans l'épisode 8, il est déchu de son humanité pour un masque, et l'on aperçoit une des marionnettes des humains qu'il a manipulé. Dans le 9, enfin, il a disparu avec la glorieuse évolution et n'est plus qu'un monstre aux yeux jaunes.
Puis, nous le voyons à chaque fois esclave de son masque, qui semble le happer comme un écran. L'intérieur du masque est éclairé lorsque le reste du plan est sombre et le titre Arcane s'apprête à apparaître précisément au niveau de la source de lumière. Victor est donc prisonnier de l'Arcane et de ses illusions. Le visage de Victor est cadavérique, car derrière le masque de sauveur, l'homme est en train de mourir. On peut voir de nombreuses ombres dans l'arrière-plan, comme l'armée qu'il s'apprête à former avec la glorieuse évolution. Il est intéressant de comparer les génériques de la première et de la deuxième saison. Ils ont la même musique, donc le même rythme et la même durée. Les animations lumineuses interviennent au même moment, pourtant beaucoup d'éléments diffèrent. Au niveau du style d'abord, on passe des statues grecques aux tragédies grecques. Les personnages ne sont plus gravés dans la pierre, mais des acteurs sur le théâtre de l'histoire. On peut le voir comme une évolution thématique. Quand dans la saison 1, les personnages étaient au cœur d'une tragédie, incapables d'échapper à leur destin, dans la 2, ce sont les actions et leurs actions qui le changent. Cette humanisation se retrouve dans leurs costumes. Ils sont en vêtements simples, vulnérables, sans artifice. Même Jinx a perdu ses tatouages. La place des personnages a changé. Si dans la saison 1, Jinx sort de l'ombre de Vi, en deuxième saison, elle prend seule la lumière. Le nouveau générique est moins centré sur les deux sœurs, laissant place à de nouveaux personnages. En jouant les deux génériques en simultané, on se rend compte que les apparitions des personnages ne sont pas laissées au hasard, avec la formation de duos. Ambessa avec Adeline, Jace avec Mel, Ambessa avec Vander, Echo avec Jinx, puis la Rose Noire, antagoniste de la deuxième saison, en même temps que Silco, l'antagoniste de la première. Le masque brillant de Victor apparaît en même temps que la gemme bleue Hextech, renforçant le lien entre ce masque et l'Hextech. Jace et Echo courent en même temps, Jinx tire sur le conseil alors que Mel prend la place de sa mère. Et le point de Vi se dresse en même temps qu'apparaît la main de Jace. Pour finir, l'explication que je vous avais promise. Pourquoi Jinx n'a que l'œil droit ouvert dans le générique? En fait, c'est parce qu'elle forme un tout avec Silco. Ils apparaissent au même moment de leur générique respectif et leurs deux visages se complètent. Quand Silco n'a que l'œil gauche valide, Jinx n'a que le droit ouvert, montrant que malgré ce qui les rassemble, leurs visions diffèrent.